Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue à cette session. Moi, je suis Megan Clément, autrice et journaliste féministe. Je suis anglaise et je suis australienne et je suis en train de demander la nationalité française. Merci. Je parlerai donc en français, mais aussi en anglais quand je poserai des questions pendant cette rencontre. Hi everyone, and welcome to this session. Hello English-speaking authors. I am Megan Clement. I'm a feminist journalist and I'm the editor of the Impact newsletter. I will be doing my best today to speak in English and in French throughout the event, so please be kind. Je suis rédactrice en chef de la newsletter Impact. Pour celles et ceux qui ne connaissent pas la newsletter, nous publions des articles journalistiques sur les droits des femmes et des mouvements féministes en français et en anglais tous les lundis. Impact fait partie de la famille de la newsletter Les Glorieuses, qui est partenaire du Festival America. So for those who don't know Impact, we publish journalism about women's rights and feminist movements in French and in English every Monday. We are a member of the Les Glorieuses newsletter network, which is a partner for this event at the Festival America. Alors, c'est un vrai plaisir d'être ici aujourd'hui pour discuter la vie des femmes. Et si, selon Simone de Beauvoir, on ne naît pas femme, comment les mondes que nous créons dans la littérature façonnent-elles les femmes qui les habitent ? Je suis entourée de 2 autrices et un auteur qui, chacune et chacun de leur façon, mettent les femmes qui défient les expectations au centre de leur roman. I have the great pleasure to be here today to discuss the lives of women, and if, as Simone de Beauvoir wrote, one is not born but rather becomes a woman, how do fictional worlds shape the women who inhabit them? I am joined today by 3 authors who put women who defy what is expected of them at the center of their fiction. Ok, Ayana Matisse, vous êtes l'autrice des 12 tribus d'Ati, publié en 2012 aux États-Unis et traduit dans plus de 15 langues dans le français. En 2023, votre second roman, Les Égarés, que j'ai ici, figure parmi les œuvres les plus acclamées par les médias américains, donc le New York Times et le Washington Post. Dans Les Égarés, on suit 3 générations d'une famille à Pennsylvania et Alabama, une famille affrontée par le racisme, la pauvreté et l'exploitation en essayant de construire ses propres utopies. Le roman est traduit en français par François App pour Gallmeister. Ayana Matisse is the author of The 12 Tribes of Hattie, published in 2012 and translated into more than 15 languages. In 2023, her second novel, The Unsettled, was one of the most celebrated books of the year in the United States by multiple publications, including the New York Times and the Washington Post. The Unsettled follows 3 generations of a family in Pennsylvania and Alabama as they confront racism, poverty, and exploitation and try to build a utopia that will protect them in the future. Alice McDermott, vous êtes l'autrice de 9 romans, couronnés notamment pour l'American Book Award et le National Book Award. Votre livre La 9e heure a reçu le prix féminin étranger 2018 et votre nouveau livre, Absolution, retrace la vie cachée des épouses américaines au Vietnam pendant la guerre. Absolution est traduit en français par Cécile Arnaud pour La Table Ronde. Alice McDermott is the author of 9 novels and is the winner of both the American Book Award and the National Book Award. The 9th Hour received the Prix Féminin Étranger in 2018, and her new work, Absolution, examines the hidden lives of American wives in Vietnam during the war. Last but not least, Jordan Tannehill. Vous êtes un auteur, cinéaste et metteur en scène canadien. Vous avez été 2 fois lauréat du prix du gouverneur général pour le théâtre en 2014 et 2018. Votre premier roman, Liminal, a reçu le prix des jeunes libraires en 2021. Votre seconde, Infrason, explore les mécanismes de la pensée sectaire et de la culture du complot avec l'histoire d'une femme menacée par un étrange bruit qui est imperceptible pour le reste de sa famille.
Jordan Tannehill is an author, playwright, and filmmaker. He is twice winner of the Canada's Governor General's Prize for Theatre in 2014 and 2018. His first novel, Liminal, received the Prix des Jeunes Libraires in 2021, and his second, The Listeners, explores sectarian thinking and conspiracy theories through the story of a woman who is troubled by a strange sound that the rest of her family cannot hear. Alors, bienvenue à Ayana, Alice et Jordan, et merci d'être avec nous aujourd'hui. Alors, je vais commencer par poser une question pour vous trois. Dans tous vos romans, les femmes personnages sont tellement vivantes, complexes, captivantes. Il y a dans Les Égarés, Ava et Duchess. Il y a dans Absolution, Trisha et Charlene. Et Claire dans Infrason. Et je voulais demander d'où viennent ces personnages pour vous? Et est-ce que c'était essentiel pour vous qu'elles soient toutes des femmes? So I'm starting with a question for everyone. So the women in all of these novels are just incredibly vivid, complex, captivating characters who have been living in my mind for weeks. It's wonderful. We have Ava and Duchess in The Unsettled. We have Trisha and Charlene in Absolution. And we have Claire in The Listeners. And I wanted to ask each of you, and I'm going to ask you to go first, Ayana, where did these characters really come from for you? And was it essential to you that they were women? Yes, the second part is easier to answer. Yes, it was essential. But I think less because I started out to write a book about women than it is because I started out to write a book about the people who were the most vivid, essential, and beautiful to me. And those often, in my imagination, are Black women. Alice. Oui. En effet, c'était essentiel. La deuxième partie de la question est plus facile à répondre que la première, donc je commence par la fin. Donc c'est moins parce que je me suis dit que j'allais écrire un livre sur les femmes noires. Non, c'est parce que je voulais écrire un livre sur les personnes qui étaient les plus vivantes, les plus captivantes. Et pour moi, ce sont les femmes noires. And I think also these women, as were the women in my first book, The 12 Tribes of Hattie, these are poor women. And there's something very particular to me about the improvisation of poverty, how it makes people have to be creative in almost every way you can imagine, economically, obviously, but also in terms of their esteem for themselves and for one another. These are women who are living at the margins because they're poor, because they're Black, which means that part of what they do is create a mode of loving one another and of loving themselves over and against a society who is perhaps telling them that they are less than. Donc, de plus, comme dans les 12 tribus du Hatti, ce sont toutes des femmes qui sont pauvres. Et quand on est pauvre, il faut faire preuve d'un talent d'improvisation. Il faut être créatif à tout moment, non seulement pour les moyens économiques, non, mais aussi dans des questions d'auto-estime. S'estimer soi-même, estimer les autres. Ce sont des femmes qui sont aux marges. Et il faut qu'elles créent un nouveau moyen de s'aimer elles-mêmes, de s'aimer les unes les autres, parce que la société est contre elles. Yes, thank you. Thank you all for being here. I have lived the past 30 years or so in the Washington, D.C. area, inside the Beltway, we call it. And over that time, I would run into women. Socially, I wasn't thinking as a writer, I wasn't doing research, but just in a carpool line at a cocktail party. And I would run into women a little bit older than I, who would almost inadvertently mention places they had lived as spouses, military spouses, State Department, husbands who were doing fascinating, even historical things, who they followed.
Alors, merci beaucoup d'être là nombreux. Ça fait une trentaine d'années que je vis dans la région de Washington, dans la ceinture intérieure. Et au cours de ces 30 années, j'ai rencontré beaucoup de femmes, pas en ma qualité d'écrivaine, pas forcément à des fins de recherche, mais simplement des femmes dans une file de voiture, lors d'une soirée, qui m'ont raconté leur vie. Des femmes un peu plus âgées que moi et qui m'ont raconté comment elles avaient suivi leur époux, militaire, fonctionnaire, et qui avaient des fonctions souvent très importantes et ce que ça avait eu comme répercussion pour elles. And the fascinating thing about these women was they would not tell you their stories unless you asked. They would just drop, we were in Burma then, and you would say, oh, you lived in Burma. And all they would say is, I wasn't doing anything important. I was taking care of the children and running the household. Oh, and I had my little charities. But my husband was doing the interesting things. And of course, that's when the novelist in me and the contrarian would pop up and say, maybe you women were doing the most essential thing while your husbands were screwing up the world. Et ce qui était invariable, c'est que ces femmes ne racontaient pas leurs histoires. Pour connaître leur histoire, il fallait leur poser la question. Elles disaient peut-être comme ça en passant, à l'époque j'habitais en Birmanie, mais c'était à moi de rebondir sur « Ah bon, vous étiez en Birmanie et qu'avez-vous fait en Birmanie ?» Et souvent, invariablement même, elles répondaient « Oh, je ne faisais rien d'important, je m'occupais des enfants, je m'occupais de la maison. C'est mon mari qui avait des activités vraiment importantes. Moi, j'avais la maison et quelques activités caritatives, et c'est tout. » Et c'est peut-être là qu'est venue l'idée du roman, parce que je me suis dit, en fait, c'est elle qui faisait ce qui était important pendant que son mari était occupé à bousiller le monde. J'adore ça. Jordan, your turn. Clearly, I'm the true expert on this panel. So in regards to Claire, in the listeners, in Infrason, she begins to hear a sound that no one else can hear. And her experience of this is initially dismissed as a psychosomatic symptom. And I was very, very close with my mother. She was a single mother. You know, I was a gay son. This is a very historically famous kind of combination. And for many years, she would have these physical symptoms that were constantly being dismissed by the medical system and sort of other people in her life, which again is also a sort of a historical phenomenon, particularly the dismissing of women's experiences of their bodies. Clairement, c'est moi l'expert sur ce plateau. Donc, pour ce qui concerne Claire, le personnage principal d'Infrason, c'est une femme qui entend un son que personne d'autre dans sa famille n'entend. Et au début, évidemment, tout le monde laisse ça de côté et déclare il s'agit, c'est psychosomatique. Et j'ai beaucoup pensé à ma mère. J'étais très proche de ma mère, qui était une femme qui m'élevait seule. Et la mère seule qui élève son fils gay, voilà quelque chose qui historiquement est évidemment très fameux. Et effectivement, elle avait beaucoup de symptômes, un certain nombre de symptômes. Et tout le monde de considérer que, évidemment, ça n'avait aucune importance, ces symptômes, et qu'ils n'existaient pas. And what emerged was the fact that, you know, there was something wrong with her body. She had, in fact, terminal cancer, which by the time it was eventually discovered by doctors was now metastatic stage 4 breast cancer, but now in different parts of her body, including her bones and a couple of organs. And so I became, I came home and became her primary caregiver for a period of time, for more than half a year, and it was in that time that I was doing a lot of writing on the listeners. I did begin the novel before that. I mean, she did actually have cancer for many years, and then it became more acute, kind of in the final stages of the book. And I think a lot of those questions around who do we believe, and
and the experience of the body and the different truths of the body really came to the fore as I was caring for her during that time. Et naturellement, il y avait quelque chose qui n'allait pas dans son corps. Elle avait un cancer qui était au stade 4, cancer du sein, et donc elle allait mourir. Et j'avais déjà commencé à écrire le livre, mais je suis devenue le aidant de ma mère pendant les derniers mois de sa vie, pendant plus d'une demi-année. Et évidemment, j'étais en train d'écrire ce livre et de penser, de réfléchir à ce que ça signifiait que le corps, à ce que ça signifiait qu'on écoutait du corps, qu'on disait du corps. So yeah, I mean, just to say that, you know, I think Claire, there's a lot of my mother and our relationship in Claire, and also, but other women I'm very close with in my life as well. Et donc, il y a beaucoup de choses dans Claire qui viennent de ma mère, et de qui j'étais en effet très proche. Merci beaucoup. Nous vivons dans un monde où les femmes sont constamment jugées, il est vrai, pour nos choix, mais aussi pour des choses qui échappent à notre contrôle. Jordan et Ayana, dans vos deux romans, j'avoue qu'il y a des moments où moi, je me suis sentie coupable de juger des personnages, où j'ai eu envie de crier « mais non, arrêtez !» à Claire, à Ava, alors qu'elles sont plongées dans des situations de plus en plus dangereuses. Alors, lorsque vous écrivez ces personnages, est-ce qu'il vous est arrivé de les juger? Et si oui, comment cela a-t-il affecté le livre finalement? So we live in a world in which women are constantly being judged for our choices and also for things that are beyond our control. It's true. And Jordan and Ayana, in both of your novels, there were moments when I really felt guilty of judging your characters. I'm sorry. And there were times when I really just wanted to stop, like, no, don't do it. At both of them, when they were kind of plunging into these more and more dangerous situations. And I just wanted to ask you both, when you were writing these characters, did you ever find yourself judging them? And if so, how did that affect the finished product of your book? Shall we start here? Ooh, yeah. That's why it took 10 years. Ava in particular, I seem to have a habit of writing difficult women who make questionable choices. Ava in particular, I myself often was like, stop that. She was very recalcitrant. She's a character who's difficult on the page. She makes difficult choices. She was also a character who was difficult to write. I kind of make a joke that I feel like for, I don't know, a good 5 years of this book, she and I were just in a fight. I mean, she wouldn't show up. She didn't want to talk to me. She wanted nothing to do with me. She felt like I was pushing her around, and whatever stupid mistakes she was going to make, I was not going to write around them. Eh bien, dis donc, c'est pour ça que j'ai mis 10 ans à écrire ce roman. Ava, bon, je crois que j'ai un peu cette habitude d'écrire des femmes compliquées, qui font des choix plus que douteux. Et puis, plus d'une fois, quand j'étais en train d'écrire ce roman, je me disais, mais Ava, arrête. Ava, elle était difficile. Elle fait des choix difficiles. C'était difficile de l'écrire. Quand j'étais en train d'écrire ce roman, j'ai l'impression que j'ai passé 5 années de l'écriture à me battre contre elle. Des fois, elle était aux abonnés absents. Des fois, elle ne voulait pas me parler. Et puis, des fois, elle me disait, mais arrête. Et puis, je lui disais, ah non, tu fais tes choses, tu fais ce que tu fais, moi, je l'écris. But in the end, in the sort of serious answer, actually, that was also serious. It was all very hard. But in the end, one of the things that I had to do was to stop judging her. I had a great many judgments about her. I thought she made bad choices. I thought that she was a mother. She often failed to recognize what her child needed and to provide that to him, though she loved him. That was also the case with her own mother. So one of the things that I had to do, that I think is my job, is to present complete human beings. And I feel that especially as a Black writer and as a writer who writes Black women, there are these stereotypes and expectations of Black women in general, but in fiction in particular,
you see the trope of absolute and utter strength, or the other one, which is someone who is kind of a complete failure, completely irresponsible. And I wanted to write against those things. It's my job to make a full human being, which means that she makes mistakes, she does things that are wrong, she's a flawed being. And so one of the things that I had to do, the biggest thing, was to be able to embrace the flawed being that she was. Donc bon, pour parler sérieusement, parce que non, c'est vrai, c'était difficile. Mais il a fallu que j'apprenne à ne pas juger, que je me dise non, il ne faut pas juger. Ava, elle prend des décisions, elle fait des erreurs. Elle est une mère et elle ne reconnaît pas ce dont son enfant a besoin, même si elle l'aime, elle n'arrive pas à subvenir à tous les besoins de cet enfant. Elle n'est pas une mère parfaite, comme sa mère ne l'était pas. Mais il fallait que j'écrive un personnage complet, entier. J'écris sur des femmes noires. Et quand on écrit sur les femmes noires, il y a souvent des stéréotypes. Il y a soit cette femme d'une force incroyable, ou au contraire, cette femme qui est une caricature de l'échec. Et moi, je voulais faire un personnage complet, à plusieurs dimensions. Un personnage qui fait des erreurs, qui se trompe, un personnage imparfait. Mais je voulais quand même la prendre comme entièrement. I think an interesting point of commonality between Claire and Ava is that both fall under the thrall of a kind of radical thinker and radical man in their lives. And this I'm fascinated by when very independent women, or men for that matter, fall under the thrall of this kind of charismatic individual. Je crois qu'un des points communs entre Ava et Claire, c'est que l'une comme l'autre tombe sous la coupe d'un homme charismatique et c'est quelque chose qui peut arriver assez fréquemment, que des hommes ou des femmes, quelle que soit par ailleurs leur force de caractère, tombent sous la coupe de ces gens qui les mettent en état. Voilà, c'est des gens avec une pensée radicale qui les entraîne. No, it's good. And again, to bring it back to my own experience with my mother, we had one of our big tensions throughout our life was the fact that she was, I wouldn't say she was in a cult, but she was part of a religious sect that really fed her in a really beautiful way, ultimately, which I could see by the end of her life. But I think growing up as an atheist myself, there was a lot of judgment that I think I had and concern that I had for her involvement in this particular religious sect. And similarly to Claire's journey in the book, I think we're constantly on that knife edge of being both unnerved by her seduction with these ideas and this kind of this new thinking that she's introduced to, but also seeing the very revelatory relationship that it has for her, and that there is also this kind of rebirth as much as there's a kind of obliteration of self in the book. Et je ne peux pas dire que ma mère était complètement dans une secte, mais elle faisait quand même partie d'une sorte de secte religieuse dont j'ai pu voir à la fin de sa vie que d'ailleurs il l'entourait beaucoup et qu'il l'aidait beaucoup. Mais évidemment, j'ai passé mon enfance et moi qui suis athée à porter des jugements quant à et à être assez inquiet de cette façon dont ma mère était entraînée dans cette secte religieuse. Oui, et nous trouvons finalement sur le fil du rasoir, avec d'un côté l'inquiétude de ce que ça signifie que cette séduction qui vous met sous la coupe de quelqu'un, mais en même temps le côté révélateur et joyeux de la chose.
I just thought of one. Did I cut you off? I thought of another point of a thing in common with Ava and Claire. There is, because my Ava also falls prey to a charismatic man who's a mess. But one of the things I think was happening there, and forgive me if I'm overstepping in what's happening with your Claire, is we're also writing about, without being direct about it, we're also writing about shame. And because there's a shame in falling prey. There's a shame to an illness being denied. There's a shame to the women that I write about living on the margins, not being able to provide for their children in the ways they might be able to, etc. And so part of the completeness of these characters, and part of, speaking for myself, what I'm after is to try to write into one of the, I think, the most difficult aspects of human experience, which is shame. Alors, pardonnez-moi si je vous interromps, pardonnez-moi si je t'interromps, mais je vois un autre parallèle, une autre ressemblance entre Ava et Claire. Elles tombent toutes les deux sous la coupe d'un homme très charismatique, qui est aussi loin d'être parfait. Et une autre chose, peut-être que j'interprète mal tes propos, mais nous écrivons sur quelque chose de très difficile, la honte. La honte d'être la proie d'un homme charismatique, une sorte de prédateur, la honte de se voir tout refuser, la honte d'être aux marges, d'être incapable de subvenir aux besoins de ses enfants, et ça fait partie de cette idée de faire un personnage qui est complet, qui est entier. Je veux écrire sur cette question de la honte. Alice, dans le même ordre d'idées, les femmes dans Absolution sont décrites comme ayant fait des bonnes œuvres dérisoires, mais leurs actions ont certainement des conséquences dans le Vietnam des années 60. Comment avez-vous réfléchi à la manière d'aborder cette dynamique avec tout le recul dont nous disposons aujourd'hui sur cette période? So it's a similar question for you, Alice. The women in Absolution, they're described as having done inconsequential good, which is there's a lot going on with that phrase, as the wives of these important men. But their actions absolutely do have consequences in 1960s Vietnam. And so I wanted to know how you thought through how to approach this dynamic with all of the hindsight that we now have. Yes, thank you. I mean, as we know, hindsight is very wise. Although the novel is told as a memoir, so these women do have the benefit of hindsight. But I think what they're asking in telling their experience is consider who we were at the time, consider the world in which we lived, and judge us accordingly. So just as the political and historical events in Vietnam, we can look back and we can see all the terrible mistakes that were made, unintended consequences of what at the time, and this would be beginning in the early 60s for America's involvement, was an effort to do good. Et alors évidemment, c'est toujours facile, quand on a du recul, de faire preuve de sagesse. Quand on sait ce qui s'est passé, c'est plus simple. Et ce livre, c'est une correspondance qui est un retour sur le passé. Donc il y a ce recul, et en même temps, elles écrivent, elles reviennent sur ce qu'elles ont vécu au moment où elles l'ont vécu, à l'endroit où elles l'ont vécu. Et quelque part, elles disent, il faut être dans ce contexte-là pour nous juger. C'est là qu'on vivait, c'est ce qu'on vivait, et ce qu'on sait maintenant des événements politiques historiques du Vietnam à la fin des années 60 et dans les années 70, on voit dans ce roman du début des années 60 les erreurs, les énormes erreurs qui ont été faites, mais on voit très bien que les conséquences n'avaient pas été considérées, que les conséquences n'avaient pas été envisagées, et que ces hommes et ces femmes qui sont partis au début des années 60 au Vietnam, ils y sont allés pour faire le bien. C'était ça leur idée.
there are sort of two refrains for these women looking back at this time in their lives that Tricia, who's one of the narrators, recalls. One is the Jewish midrash, repair the world. But her friend, Charlene, contradicts that and says, but the Buddhists say, repair yourself. And that dynamic is what's operating not only in these women's lives in doing their little charities and trying to do what good they can in this time and place, but also in the looking back and in the attempt to try not to ask for forgiveness, but to understand who and what they were in that time and place. So that dynamic between do you go out and repair the world at risk of all kinds of unintended consequences, or do you shut down and say, my household, my children, myself, that's all I need to take care of. En fait, il y a deux tensions, il y a deux leitmotifs que l'on retrouve dans ce livre. Il y a celui de Tricia, d'abord la première narratrice, qui reprend toujours ce midra hébreu qui est qu'il faut réparer le monde. Et de l'autre côté, il y a Charline, dont elle parle dans sa lettre, et Charline qui dit « c'est assez de se réparer soi-même ». Et on a cette tension, cette dynamique, que ce soit dans les actions caritatives, que ce soit dans la manière dont elles regardent leur passé, dans la tentative qu'elles ont de comprendre ce qui s'est passé, et en même temps, elles ne veulent pas forcément être pardonnées. Elles veulent simplement se comprendre et comprendre pourquoi elles ont fait ce qu'elles ont fait dans ce contexte. Donc on sent bien cette tension entre il faut réparer le monde, il faut faire tout pour le monde, avec le risque que les conséquences soient pas très ragoûtantes, ou alors, l'autre tentation, c'est de se refermer sur soi-même, c'est de fermer les écoutilles et de dire « moi, ce qui m'importe, c'est ma maison, mon ménage, mes enfants et moi-même, et ça suffit bien ». And if I may, I think that's precisely the question that women are confronted with far more than men. There's a scene in the novel when Charlene and Tricia have gone to a leper colony in Vietnam, and American doctor shows up, and one of the first questions he asks these women is, where are your own children while you're out doing good? Do you put yourself at risk as a mother, or do you make sure that the people who need you most are taken care of by you? I don't think anyone asked General Westmoreland while he was bombing everyone in Vietnam, and who's home taking care of the kids? Je précise en fait que cette question-là, cette tension-là, c'est quelque chose qui de tout temps s'applique aux femmes et pas aux hommes. Il y a une scène dans le livre où Charlène et Patricia vont dans une léproserie et elles rencontrent ce médecin américain complètement ébouriffé qui sort de la jungle, et la première question qu'il leur demande c'est « Et où sont vos enfants ? Qu'est-ce que vous avez fait de vos enfants ? Est-ce que c'est pas risqué en tant que mère de laisser vos enfants, vous les laisser seuls pour venir vous occuper des enfants des autres ?» Et moi je pense que c'est une question qu'on ne pose qu'aux femmes. Personne n'a demandé aux généraux américains pendant la guerre du Vietnam qui s'occupaient de leurs enfants à la maison. Might have been better if we did. Ça pourrait être mieux si on a demandé. Donc, je voudrais poser des questions à tout le monde. Tous les personnages dont nous allons parler ici, elles connaissent des difficultés. Mais aucun d'entre eux n'apparaît comme une victime. Et certains nous disent même directement qu'elles ne sont pas des victimes. Comment vous êtes-vous assuré que ces personnages maintiennent un pouvoir d'action dans les situations auxquelles elles étaient confrontées? So this is a question for everyone. All of the characters that we're here to discuss today experience varying levels of hardship in these books, but none of them come across ever as victims. And indeed, some of them tell us very clearly that they are not victims. So I want to know how you made sure that it was clear that these characters, even if they were in very difficult situations and having to improvise, had some agency or had some control in the situations that they faced. Let's start here with you, Jordan.
I think I relate very closely, very personally to certain seductions or certain desires that feel dangerous or, as I said, sort of could be linked to a certain kind of undoing of my life, you know, like these kind of death drives, if you will, you know. Maybe it's part of the queer experience, I don't know, but maybe it's the human experience. But I feel very close to Claire in these choices that are based on a desire to know what is kind of unknowable, to experience something that is beyond her everyday, that threatens to totally destroy her life, but she's willing on some level to do that, to know and to experience something that is bigger than herself. And so for me, I don't think she sees herself as a victim. And when I have, you know, blown up relationships or, you know, sought out certain kinds of experiences that I feel like could be, could kind of dynamite things in that way, I also don't see myself as a victim. I see myself as someone who's like questing, searching. I think this is her essential energy in the book. Je dois dire que je comprends très très bien ce désir qu'a Claire, enfin cette façon qu'elle a de céder à des séductions ou à des désirs qui sont dangereux, qui sont tellement dangereux qu'ils peuvent être mortels. C'est quelque chose que moi aussi, probablement en tant que queer, je vis, cette idée d'aller dans des expériences, dans des relations qui éventuellement sont mortifères, mais ce sens du danger, on est obligé d'aller s'y frotter et pour autant de ne pas se sentir du tout comme une victime, mais comme quelqu'un qui est en quête de quelque chose, qui est en recherche d'une expérience. I think maybe I was trying to write against a stereotype as well. A corporate wife who dresses beautifully, who came of age in the 1950s and 60s. The two women in the book who are of the 50s and 60s, I think what they do, rather than rejoice in their victimhood and how helpless they were because of what society told them they should be at that time and place, they took advantage of the benefits, what they saw as the strengths and benefits of being a corporate wife in Saigon in 1963. The way they weaponize what they were allowed to do in the effort to do good. One of the first things the character Charlene says about herself is, I want to do good, but it takes money. And those two things she is able to achieve because of her status as blonde, charming, corporate wife. Moi aussi, je pense que d'une certaine manière, j'ai essayé d'écrire contre un stéréotype, ce stéréotype de la femme, de l'homme affluent des années 50, des années 60. Et ces deux femmes dans mon roman, ces femmes des années 50-60, elles ne se complaisent pas dans un statut de victime, elles ne parlent pas de leur impuissance, mais au contraire, elles essaient de prendre tout ce qu'il y a de bon dans ce statut qui est le leur, dans le Saigon de 1963. En fait, elles instrumentalisent tout ce qui est à leur disposition pour faire le bien. Et d'ailleurs, Charline, dans la première scène, celle où elle se présente, elle le dit d'ailleurs, elle dit « Je veux faire le bien, mais pour ça, il faut de l'argent ». Et c'est ce qu'elle fait, et elle le fait parce qu'elle a le statut qu'elle a, c'est l'épouse d'un homme riche, elle est blonde, elle est charmante, elle est charismatique. Well, I think that, so there are two major settings in this book. One is a kind of a made-up little town in Alabama, which is an independent black town. And the other site of the book is Philadelphia, and it's a kind of super politicized cult that's sort of dangerous. I think that for both of the female characters in this book, they're interested in something very particular. They're interested, of course, in belonging and in loving one another, but they're also interested in being free. And
being free is not really a choice that most of us make. I don't know that I can make it. Actual freedom is costly. You have to make a whole lot of choices. There's no security. There's no safety net if you decide to do things in a completely different manner from the society around you. And so these women, flawed, fearful sometimes, all the things that they make a choice about freedom, which is an incredibly uncommon and an incredibly brave choice. Their success is middling, but they do make the choice. And that level of agency, I think, in addition to whatever else they are, does, I think, act very much against any sort of victimhood, even if the way those choices turn out might be very hard. Alors, mon livre se déroule dans 2 endroits en particulier. Il y a tout d'abord une petite ville noire indépendante dans l'Alabama. Et il y a aussi à Philadelphie, dans ce qu'il convient d'appeler une secte, un environnement très dangereux. Les 2 femmes du livre ont des désirs. Elles souhaitent appartenir, elles souhaitent aimer, mais elles souhaitent également être libres. Et ça, ce n'est pas un choix facile. Parce que quand on décide d'être libre, il faut trier, il faut sélectionner. On abandonne la sécurité, on abandonne le filet pour nous protéger. Et nos femmes, mais les 2 femmes ne sont pas parfaites. Elles ont peur, elles ont choisi, elles ont fait un choix, celui de la liberté. C'est un choix que peu de personnes font, c'est un choix très courageux et elles en subissent les conséquences. C'est pour cela une telle volonté, une telle capacité à choisir fait qu'on ne peut pas dire qu'elles sont des victimes, vraiment, même si les résultats de ce choix, de celui de la liberté, ne sont pas toujours tout ce qu'il y a de plus positif. Donc, je suis désolée de dire que c'est l'heure à terminer aujourd'hui. Merci à toutes, merci à tous. J'espère que ce rencontre a plu. Je me permets de finir par rappeler vos ouvrages que je recommande vivement. Nous avons Absolution par Alice McDermott, nous avons Les Égarés par Ayanna Matisse et nous avons Infrason par Jordan Tannehill. Et je voudrais aussi remercier les traductrices pour leur excellent travail aujourd'hui, Dominique, Rachel et Claudine. Merci beaucoup. Stationed in Tunisia.